Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est Rick et aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse et mon plan sur le S&P 500. On peut être à l'achat, on peut être à la vente, mais peut-être pas actuellement. Il faudra bien surveiller les zones. On va détailler ça ensemble et je vous partagerai également le plan que j'ai donné avec les membres hier de mon groupe du lundi matin dans lequel je détaille tous mes plans de trading et d'investissement. Avant ça, on va parler un petit peu de l'actualité des marchés financiers. Aujourd'hui, on va parler du calendrier, on va parler ETF, on va parler Chine et on va parler aussi de GTT et de Novo Nordisk. Ce que je vous propose au programme, commençons avec le calendrier économique de la journée qui est relativement pauvre, mais qui, malgré tout, il y a pauvre en termes de publication de news en nombre, mais qui est important au regard de cette data. On a l'inflation européenne qui sera publiée, donc data à suivre bien évidemment pour la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Je ne m'attarde pas dessus puisque pas forcément les enjeux que je souhaite mettre en avant dans cette vidéo, mais plutôt le rapport Jols qui va nous permettre bien, d'avoir de la data sur la création des nouvelles offres d'emploi. Et sur la semaine des publications de chiffres du travail du côté des États-Unis, ça sera complété vendredi par les NFP et le taux de chômage. Ça sera extrêmement intéressant de suivre ça parce que forcément, ça a un impact direct sur les opérateurs, sur les marchés financiers et bien évidemment sur la direction que souhaite prendre la Fed pour sa politique monétaire. Je vous le disais, on va parler un petit peu ETF également dans cette émission puisque Vanguard nous prépare un nouvel ETF sur les marchés émergents, mais sans la Chine. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour ma part, je trouve ça très bien. Pourquoi je trouve ça très bien? Non pas parce qu'il n'y a pas la Chine, parce que tout simplement, la Chine est toujours dans ce contexte de j'en veux pas. Et donc, moins le marché en veut, quand je dis j'en veux pas, c'est le marché. Moins le marché en veut, mieux je me porte, puisque c'est généralement là que se produisent les meilleures opportunités. La preuve, si Vanguard perd cet ETF, il faut bien avoir en tête que c'est parce qu'il y a une demande. Vanguard ne s'embêterait pas à créer des ETF s'il n'y avait pas cette demande-là. Et donc, on a un énième, j'ai presque envie de dire, puisque dans l'article que j'avais lu, je crois que c'était sur Reuters, eh bien, ça serait le 13e pardon, ETF ex-China, donc ça veut dire sur les marchés émergents, mais en ne comprenant pas la Chine. Peut-on encore parler de la Chine comme un pays émergent? Ça, je vous laisse en décider. Mais en tout cas, on aura effectivement un nouvel ETF plutôt orienté sur l'Asie, puisque vous allez le voir, à hauteur de 60% de mémoire, c'est l'Inde et Taïwan qui composeront cet ETF. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment mettre l'accent dessus. Si vous voulez être plus exposé sur l'Inde, il y a déjà des ETF qui existent, vous n'êtes pas obligé d'attendre cet ETF. Vous pouvez regarder de votre côté. L'Inde a plutôt bien progressé ces dernières années sur les marchés financiers. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il aura des frais extrêmement faibles, 0,07%. Donc ça, c'est quand même un gros point. Mais encore une fois, la Chine ne sera pas intégrée. Alors pour ceux qui n'en veulent pas, c'est parfait. Pour ceux qui, comme moi, veulent intégrer la Chine, c'est pas forcément un ETF qui va m'intéresser. Je le remettais ici. Pourquoi pas investir sans la Chine? Mais la Chine, derrière moi, a quand même plutôt bien cartonné malgré tout ce qu'on en dise. D'ailleurs, peut-être que les chiffres vous surprennent, mais il faut savoir que le CSI 300, qui est grosso modo l'équivalent du S&P 500 pour les actions cette fois-ci chinoises, c'est plutôt très bien comporté depuis quelques années. Je vous ai mis, non, alors c'est sur un autre poste que je vous montre juste après, a plutôt bien rebondi et surtout, regardez, sur les big caps chinoises, on fait 35% sur un an, ce qui est quand même pas rien. Et donc, pour moi, encore une fois, je suis très content quand on met un peu de côté la Chine, quand on est investi, puisque c'est souvent quand personne n'en parle que les meilleures opportunités se font. Où est-ce qu'il est ce petit article que je souhaitais vous parler? Il est juste là. Parce qu'effectivement, on a quand même, malgré tout, des chiffres du côté de la Chine qui sont pas tout à fait 100% rassurants, puisqu'on a l'indice KXIN SP Global recule de 48,3 en mai. C'est l'équivalent un petit peu, si vous voulez, des PMI. Donc on a la contraction de l'activité manufacturière, surtout au niveau des PME en Chine. Logique, j'ai envie de dire, avec la situation actuelle, vous la connaissez aussi bien que moi, avec les droits de douane. Et donc on a un marché qui semble toujours assez craintif. Pour autant, enfin en tout cas dans de la data, parce que quand on regarde justement le graphique de celui-ci, regardez ce qu'on a. On a eu certes une longue chute pendant près de 4-5 ans sur les marchés financiers, puis finalement on a plutôt bien retourné le cours et le CSCI 300 se porte globalement bien. Je dis bien globalement, on n'est pas non plus dans une ultra trend haussière, mais on a réussi à sortir un petit peu de cette phase baissière et désormais on est plutôt orienté à la hausse. Certes, c'est pas encore ultra dynamique, mais c'est aussi dans ces moments un peu plus risqués que les meilleures opportunités peuvent se présenter. Encore une fois, je ne garantis bien évidemment aucune hausse pour la suite, simplement pour dire que parfois il faut savoir prendre un petit peu des risques et c'est parfois comme ça qu'on fait les meilleurs coups. En parlant un petit peu des risques, ne faites pas n'importe quoi. Je vous ai republié ce thread pour notamment nos amis traders qui pensent qu'on peut, avec un compte de 300, 500, 1000 euros, faire 2000 euros de profit. Oubliez ces idées. Je ne sais pas ce que vous suivez comme type de contenu, mais s'il vous plaît, ne suivez pas ça. Et sur Twitter, je vous invite à venir me suivre. Je vous ai fait tout ça un article qui, cependant, même si vous n'avez pas de capital, et non, je ne vous
On ne parle pas ici de propre firme pure, je vous parle de Darwinex Zero qui est une autre solution qui va vous expliquer, déjà je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec aussi peu de capital, mais surtout quelles sont les solutions que vous avez aujourd'hui à votre disposition, autres que les propres firmes. Vous avez peut-être marre aussi de passer des challenges, réussir ou non, puis finalement perdre le compte, devoir recommencer. Il y a des approches qui sont différentes aujourd'hui, bien plus solides sur le long terme et qui permettent d'avoir une approche bien plus sereine de son trading. Je vous ai en effet tout un thread, n'hésitez pas à aller le consulter ici. La fin d'un règne, une petite stat sympa que j'ai vue du côté de Factset qui laissait tout simplement montrer, hein, je vous laisserai apprécier le graphique de votre côté, que eh bien, les 7 magnifiques, donc, que sont Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, Alphabet et Tesla, eh bien, qui ont porté le S&P 500 ces dernières années, notamment cette dernières années, avec des bénéfices de plus de 30. Bah, d'après les projections et d'après les prévisions, en tout cas de FactSet, ici, eh bien, on pourrait avoir un ralentissement de la croissance. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, et c'est aussi, faut pas toujours voir le point négatif. Alors, déjà, parce qu'il y aura toujours a priori de la croissance, donc déjà, c'est c'est un bon point, mais surtout parce qu'il faut comprendre que le marché va peut-être devenir un petit peu plus sain, moins porté uniquement par des performances de 5 ou 6 titres et c'est 7 en l'occurrence, qui seraient peut-être plus sains aussi pour le marché et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on a moins de croissance, peut-être qu'il va y avoir des prises de profit et ça va venir amener des flux sur d'autres secteurs, sur d'autres régions. Ça peut être extrêmement intéressant et peut-être aller voir des entreprises, et des secteurs qui ont été un petit peu délaissés. Je pense notamment à l'industrie, à la santé ces derniers mois, dernières années. On l'avait vu, la santé, on avait fait le graphique de l'indice SP500 spécialisé santé. Il était actuellement plutôt en baisse, en correction. Bah, peut-être qu'il y a des opportunités également qui pourraient se présenter. Encore une fois, essayons toujours de chercher, non pas ce qui va pas bien du tout, parce que forcément, c'est très compliqué de faire des achats dans quelque chose qui baisse, mais d'avoir en tête qu'il peut y avoir des opportunités sur des secteurs délaissés qui sont pourtant de qualité, notamment des entreprises. Et il faut savoir saisir ces opportunités au moment où personne n'en parle, plutôt que bien évidemment quand on vous le met devant la vue, puisque c'est pas là où vous ferez en tout cas les meilleures performances. Voilà un petit peu de ce côté-là. Je vous ai posé une question, je vous invite à venir y répondre. Un seul actif à acheter aujourd'hui et à oublier pendant 20 ans. C'est un petit jeu que j'ai fait ce week-end pour tout vous dire. J'étais en Normandie avec ma belle famille et justement, ils s'intéressaient plus ou moins à la bourse et ils me disaient ok, mais si aujourd'hui, puisqu'ils sont plutôt amateurs, si aujourd'hui je devais acheter un seul à titre, une seule crypto, bref, on mélangeait un petit peu tout. Lequel serait-il? Et bien, du coup, je me suis dit: «Tiens, je leur poserai la question, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'en pense la communauté. Si vous deviez vraiment acheter une seule action, laquelle ça serait?» Je vous laisse venir me le dire en commentaire. 2 actions également dont je souhaitais vous parler ce matin. Pour des raisons bien différentes. La première, c'est GTT. Vous le savez, c'est une entreprise de qualité. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé sur X. C'est vraiment l'entreprise que je préfère avec Hermès pour le CAC 40. J'ai du GTT, je n'ai pas de Hermès pour information. J'estime que Hermès est quand même sur des niveaux de valorisation qui est trop cher. GTT pour autant, j'adore cette entreprise. Alors même si je n'en suis pas un spécialiste pur parce que je n'ai jamais évolué dans le milieu, pétrolier, ça n'empêche qu'on peut assez rapidement comprendre, son avantage concurrentiel sans en avoir une expertise profonde, hein, parce que tout ce qui est, autour de son activité, c'est absolument pas, le milieu dans lequel j'ai évolué dans un passé professionnel. Mais ça n'empêche que c'est très intéressant et d'un point de vue, fondamentaux et surtout, rapport financier, on est sur une entreprise qui cartonne et quand on est sur des belles entreprises, bah, voilà ce qui se passe. Les replis sont des belles opportunités d'achat. On avait eu l'occasion d'en parler et GTT continue de faire ATH sur ATH. Du côté de Novo Nordisk, alors attention, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut acheter les yeux fermés. Malgré tout, c'est un titre, vous le savez, qui a énormément corrigé ces dernières semaines, qui a été surévalué pendant longtemps et donc il y a une forte prise de profit plus probablement du panic sell. On est en train de faire une toute petite zone de contraction là depuis début avril, potentiellement un petit double bottom. Pourquoi pas tenter pour ceux qui sont amateurs du titre de commencer à créer une ligne, sachant qu'on est sur des niveaux de support. Alors, on le voit pas bien parce que je peux pas mettre tout le graphique, mais le niveau des 400 est un gros niveau de support et surtout, on est sur les 0,618 de Fibonacci de toute la dernière impulsion haussière. Donc ça peut être un niveau intéressant à payer. N'hésitez pas bien entendu à mettre une gestion du risque, à couper vos pertes si votre plan ne se passe pas comme prévu. Combien de fois je vois des personnes qui disent mais c'est pour du long terme, je laisse pisser. Bah, laisse pisser, tu verras que parfois, malheureusement, s'il y a du vent en face, tu risques de te tacher le pantalon. Voilà un petit peu pour ceux dont je souhaitais vous parler, on va dire plutôt de manière macro ou fondamentale. Du côté du S&P 500, on se retrouve dans notre graphique, toujours en tendance haussière, je pense qu'on est OK pour le dire, avec plus court terme, une phase de contraction, de sorte de pseudo-range
Ouais, appelons ça un petit peu comme on le souhaite. On a un gros niveau de polarité ici sur le niveau des 5800, 5830 qui permet de maintenir les cours et de conserver cette dynamique haussière. Et puis on a cet ancien mid-range, hein, rappelez-vous de ce range qui nous avait longtemps posé souci puisqu'il n'y avait pas vraiment de dynamique. Vous vous rappelez de ce milieu de range où je vous disais c'est la pire zone? Bah regardez, paf, on revient dedans ces derniers jours. On est vraiment dans un niveau de résistance compliqué à passer parce qu'on n'a pour le moment pas vraiment de direction claire qui est prise. Et à partir de là, bah, vous connaissez un petit peu ma chanson hein, sur le trading. J'ai toujours la même façon d'analyser mes graphiques. Pas besoin de 50 indicateurs, pas besoin de savoir où est la liquidité. C'est extrêmement simple. On suffit de suivre des tendances. Alors, c'est extrêmement simple. Pour analyser, il suffit de suivre des tendances et de définir des niveaux. La tendance, elle est haussière. Plus court terme, elle est, on va dire, assez neutre, avec effectivement un marché qui est en train de se mettre en range. On a deux niveaux qui encadrent nos prix. 5 000, 6 000 pour faire simple en haut, 5 800 en bas. On est précédé dans cette phase de pause temporaire d'une tendance haussière. Je continue donc de chercher des achats en priorité. Mes achats, je les chercherai sur deux zones. Bien évidemment, j'évite de trader en plein milieu comment dire, de ce range qui est vraiment de la pure indécision. Vous voyez bien qu'il y a des mouvements qui sont complètement non directionnels. Alors parfois, bien évidemment, ça part, mais encore une fois, on n'est pas là pour jouer à pile ou face. Moi, ce que je vais essayer de chercher, c'est un achat dans la zone des 5800, comme on avait pu essayer de le trouver ici, pour essayer quoi? Bah, d'aller chercher la zone supérieure ici sur les 6000. Ça, c'est mon plan préféré. Ou alors, tout simplement, on peut aussi, pour les amateurs de cassure de niveau, hein, de niveau de résistance, c'est bien essayer de jouer le haut de l'ancien range, hein, donc jouer le middle range jusqu'au haut. Pas forcément les configurations que je préfère, parce qu'encore une fois, comme on a pu l'avoir ici, on peut avoir pas mal de pièges haussiers, mais ça n'empêche que si on a un joli RR, une bonne gestion du risque, et on sait pourquoi on le fait, ça peut être des trades intéressants. Pour les amis vendeurs, puisqu'il peut y en avoir, bah, tout simplement si on fait un double top. C'est ce que j'expliquais hier, c'est un plan qui peut être intéressant. Même si le double top ne serait pas tout à fait parfait, puisqu'ici on a un plus haut qui est plus haut que le précédent, on comprendrait bien finalement que cette sorte de bois de range, bah, c'est peut-être une phase de distribution court terme et qu'on pourrait partir à la baisse. Ma problématique que j'ai ici, c'est qu'on va vite se retrouver face à des niveaux court terme de support. Et vous savez, on est vite devant les supports. Donc si on a une cassure, disons ici, bah, finalement, on a assez peu de place pour trouver des jolis RR et d'aller accompagner jusqu'au 5656. Alors les amis scalpers pourront forcément y trouver des choses. Vous savez que ce n'est pas mon approche. Je n'ai pas envie de passer des heures et des heures derrière mes écrans. Donc je prépare mes plans à l'avance. Ça me prend 1 heure et demie, 2 heures par semaine. Et ça me suffit largement pour prendre des bonnes décisions. L'idée étant d'aller chercher des zones de repli 0,618, 0,5 pourquoi pas. Et puis bien évidemment, si on casse encore une fois, aller chercher beaucoup plus bas. Je le dis, je le répète, ce n'est absolument pas le plan que je privilégie. Moi, je serais plutôt à la recherche, si jamais on a peut-être une cassure, de voir si on n'a pas une réintégration plutôt pour poursuivre les achats. Ok. Ça me va très bien de travailler ainsi. Ça me permet de passer peu de temps devant les écrans. C'est exactement comme ça d'ailleurs que j'ai pris ce trade qui se passe très bien sur le gold. Alors, ça fait un moment que je le tiens, hein. Ça fait plus d'une semaine et demie, voire peut-être même 2 semaines. D'ailleurs, c'était pas la semaine dernière que j'ai pris le trade, c'était la semaine d'avant. J'ai payé tout simplement dans cette zone ici. J'ai payé par ici où on était revenu sur le bas de son pseudo ancien range. L'objectif étant d'aller chercher les derniers points hauts. Vous voyez que ça se débrouille pas mal. Alors, ça a pas mal rangé. On est monté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu. Bref, moi, quand je prends un trade, hein, pas de gestion de BE ou quoi que ce soit. Pour moi, vraiment, enfin, je comprends pas le BE. Parce que finalement, si vous êtes BE par rapport à mon prix d'entrée, ça veut dire que vous remettez votre stop loss à un endroit où vous avez souhaité acheter. Je ne comprends pas l'idée, à part le fait de se dire je veux pas perdre. Mais quand on prend un trade, on n'est pas dans une optique de je veux pas perdre. On prend un trade parce que on pense que ça peut gagner. Donc, il faut voir le côté positif. Parce que si on a peur de perdre un trade, ça veut dire qu'on n'est pas totalement convaincu de l'approche qu'on peut avoir. Et donc, en tout cas, c'est ma façon de voir le trading. Et depuis que j'accompagne des personnes qui avaient énormément de BE dans leur façon de trader et qu'ils ont laissé courir leurs gains. Alors bien sûr, hein, parfois, ça aurait fait BE au lieu d'un stop loss, je suis OK, mais comme on a des ratios risque-reward qui sont intéressants, bah, finalement, mathématiquement, ça fait largement le job. Oui, parfois, on traverse des phases un petit peu compliquées, mais il suffit de 2, 3, 4 TP, vous allez voir que ça va extrêmement vite finalement pour rattraper le tout. Voilà un petit peu pour cette overview. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me soutiennent, et je vous retrouve très rapidement avec l'épisode du mois de juin pour les actions à fort potentiel qui sont actuellement pas chères et qui sont sous-valorisées. À très vite. Merci à tous. Bonne journée sur les marchés. Soyez prudents. Ciao, ciao.